Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un feuilleton macabre secoue l'arrondissement de Tiko dans la région du sud-ouest. 4 enfants et un adulte sont morts après avoir consommé un repas. La thèse d'un empoisonnement prospère dans les esprits tourmentés par cette série noire de décès. Qu'en est-il réellement? Où en sont les enquêtes? Élément de réponse en ouverture de ce journal. Pas de suspense. À la présidentielle béninoise, Patrice Talon, chef de l'État et candidat à sa propre succession, remporte dès le premier tour du scrutin présidentiel avec 86% des voix exprimées en sa faveur. Pendant ce temps, des observateurs électoraux africains notent de nombreux écueils ayant émaillé le processus électoral au Tchad. Nous ferons le point dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est l'émoi et la consternation dans le village de Likumba, situé dans l'arrondissement de Tiko, région du sud-ouest, là où des familles sont choquées après la disparition subite de 4 enfants et un adulte, juste après avoir consommé un repas. Ils ont été transportés à l'hôpital de district de Tiko et selon les premiers éléments de diagnostic, ils ont succombé à un empoisonnement. Le récit des faits avec Nadine Guanfo et Julienne Berthebissaye. Dans la cour de l'hôpital de district de Tiko, des femmes inconsolables. Elles pleurent leurs proches, morts dans des circonstances troubles. Selon des témoignages, les victimes ont consommé un repas et du vin de palme la veille. Et c'est au petit matin que leurs corps sans vie sont découverts. Transportés de toute urgence à l'hôpital, les premiers éléments du diagnostic révèlent un empoisonnement. Une femme de 60 ans, dans un état inconscient, a été transportée dans nos services. D'après notre diagnostic, elle aurait consommé des aliments empoisonnés. Malgré tous les efforts pour la sauver, elle a succombé. Pour le moment, 2 enfants qui ont consommé le même repas sont sous observation. Dans l'attente d'une autopsie pour établir les causes exactes de ce drame, le bilan provisoire fait état de 5 morts et 2 enfants, entre la vie et la mort. Toujours dans ce registre, au moins 6 personnes ont été tuées, cette fois-ci dans un accident de la circulation survenu à Fongotongo, dans le département de la Menoie. Ils étaient passagers d'un minibus de transport interurbain ayant fait le déplacement pour une cérémonie funèbre. Les circonstances de cet accident mortel sont présentées dans ce reportage signé Leclerc Tsakem. Ces images sont ce qui reste de ce car de transport en commun immatriculé LT 215 GM, parti du village Yapo dans l'arrondissement de Songotongo, département de la Minois, pour la ville de Tchon, où ses occupants sont allés assister à un enterrement, assigné sa course au fond de ce ravin. De l'enterrement, mon grand-père avait un chauffeur et il était trop fâché. Du coup, il a commencé à accélérer avec la voiture. Et au lieu d'emprunter la route Campatan, il a emprunté. Il a pris le raccourci. Et l'espace était petit, ce qui a fait. Je ne sais même pas où trop on est tombé, mais je m'en retrouvé au champ. Nous sommes quittés du lieu de l'avion de 20h. Nous avons trop marché. Le chauffeur a pris une rue du champ. C'était un pas et une rue là où les voitures passent souvent. Les passagers ont commencé à crier que le chauffeur, vous avez confondu de route. La route là n'est pas bonne. C'est après avoir dit comme ça qu'il a commencé à accélérer la voiture. Les passagers ont commencé à chuchoter que ça c'est quoi, ça c'est quoi. Tout jusqu'à après 5 minutes, la voiture est tombée dans le ravin. Je me suis seulement retrouvée hors de la voiture. Je ne sais pas comment je me suis fait pour sortir de là.
Selon ces rescapés, le chauffeur conduisait sous l'emprise de l'alcool. On a tellement discuté, il était trop fâché. Et aussi, il avait bu. Le chauffeur a bu. Quand tu bois là tout, tu ne te contrôles plus. Sur la trentaine d'occupants, 6 personnes sont décédées. Cette dame que nous avons rencontrée sur son lit d'hôpital relate le cœur lourd comment son mari a creusé la mort. En temps, je commence à chercher mon mari parce que j'étais dans le même banc avec lui. Je fouille parce que je vois qu'il est là couché étant déjà mort. Je commence à le secouer. Je l'appelle, il ne répond pas. Je m'assois, je commence à crier que venez m'aider. Si ce n'était pas la grâce de Dieu, c'est que je partais ensemble avec mon mari parce que j'ai vu la distance que la voiture est tombée. Ce n'était pas du chocolat. Près d'une vingtaine de rescapés sont admis à l'hôpital des districts de Tchon où ils ont été placés sous soins. Selon le patron des lieux, le pronostic vital n'est heureusement pas prononcé. Nous avons reçu ici à l'hôpital 18 personnes qui sont hospitalisées. Ils ont été pris en charge toute la nuit et à la mort, nous avons reçu 5 corps qui sont encore là-bas. Par rapport aux blessés, on n'a pas de blessés graves. Je pense que les gens qui sont là-bas, ils sont peut-être à l'abri de danger. Le manque de quelques spécialistes, l'étroitesse de la salle des urgences de l'hôpital des districts de Tchon ne facilite pas une bonne prise en charge, d'où l'appel du directeur de cette formation hospitalière. Vous voyez ici à l'hôpital, on n'a pas une salle d'urgence type. Justement, on a une salle qui a 8 lits ou un département qu'on amène loin. Nous pensons que si c'était possible de construire des urgences un peu modernes, ça devait régler les problèmes de suivi de la prise en charge des cas d'accident et d'autres maladies. Il serait vraiment urgent pour nous d'avoir comme personnel des médecins traumatologues. On en a vraiment besoin à Tchon. L'enquête diligentée par les éléments de la brigade Songo-Tongo permettra d'en savoir davantage sur les causes réelles de cette énième hécatombe qui a endeuillé des familles dans le département de la Minoire. Mettons le cap sur Yaoundé, la capitale est le théâtre de braquage de haut vol depuis plusieurs mois. Un gang de malfrats s'est spécialisé dans les cambriolages des résidences où vivent des personnalités. Ils y dérobent des véhicules et autres objets de valeur. Après de multiples plaintes des victimes, les présumés membres de ce gang ont été arrêtés au terme des investigations menées par la police judiciaire à Yaoundé. D'autres détails avec Joël Essengue et Guy Zogo. Ce gang de malfaiteurs avait le beau rôle jusqu'ici en multipliant les agressions et les vols dans la capitale Yaoundé. Mais la police vient de le mettre en déroute suite aux multiples plaintes qu'elle a reçues depuis février 2021. Ces recherches ont permis l'interpellation du nommé Ombede Joseph Marie, l'un des cerveaux de ce redoutable gang constitué de 5 braqueurs, 2 mécaniciens et 4 receleurs. C'est ainsi que la direction de la police judiciaire a pu mettre en nu une véritable caverne d'Ali Baba. La perquisition à son domicile, Sizaminkan Yaoundé, a permis de découvrir l'existence d'une cabine de peinture et la saisie des armes à feu, des munitions de guerre et de chasse, des véhicules et plusieurs objets de valeur appartenant aux victimes. Comme l'explique la police judiciaire, la mécanique de ce gang était bien rodée. Il s'agit d'un groupe bien organisé où chacun a un rôle précis. Les braqueurs ciblent les victimes pour l'essentiel des personnalités qu'ils suivent et attaquent ou opèrent par surprise, les ligotent, les violentent pour les déterminer à coopérer. Les mécaniciens, quant à eux, sont chargés de la transformation des véhicules volés. Les receleurs chargés de la garde et de l'écoulement du butin. Dans les locaux de la police judiciaire à Yaoundé, l'exposition du butin emmagasiné par ces présumés malfaiteurs donne une idée de l'ampleur de leurs opérations délictueuses. Le butin est constitué de 11 armes à feu et des munitions de guerre et de chasse, 11 véhicules automobiles de luxe, 27 plaques d'immatriculation, des tenues treillis vert olive et des appareils électroniques et d'importants objets de valeur appartenant aux victimes. Au total,
Ce sont 11 présumés braqueurs qui ont été interpellés par la direction de la police judiciaire. Un d'entre eux est encore en cavale. Mais la police s'est dit déterminée à le mettre rapidement hors d'état de nuire. 2 ans après avoir reçu un don gouvernemental de 60 hectares pour le développement de leur communauté, des populations installées à Yupwe peinent à rentrer en possession de cet espace. Et pour cause, un litige les oppose à un particulier qui affirme être propriétaire d'une bonne partie de l'espace querellé. Explication avec Warren Zede, Dalaskana et Kediara. 2 ans après un arrêté du ministre du Cadastre, du Domaine et des Affaires foncières qui octroie à la communauté villageoise de Yupwe un espace total d'une superficie de 60 hectares dédié à la création d'infrastructures destinées à l'amélioration des conditions de vie de ces populations, le village Yupwe peine à rentrer en possession de ces terres. Des personnes se sont levées, nous interdisant même les accès dans ces espaces qui sont vides, prétextant qui sont à Yupwe depuis 1972, alors que officiellement tout le monde sait que Yupwe n'existe que depuis 1978. La loi de 1974 ne pouvait pas permettre à un individu d'avoir un titre foncier en immatriculation directe à Yupwe. Mais je me suis retrouvé avec des gens qui ont brandi des titres fonciers en disant que les terrains leur appartenaient. Ces nombreuses revendications ont conduit les responsables de l'administration en charge de l'application des consignes du ministre à diviser les parcelles octroyées à la communauté villageoise sans plus tenir compte des dimensions définies par son arrêté. Derrière la chefferie, là, nous avons bénéficié de 12 hectares 5. Aujourd'hui, quand les responsables de l'administration viennent nous donner le terrain, ils disent que nous n'avons droit qu'à 1,5 hectare, sans s'en référer au ministre, pour dire au ministre que non, les superficies que vous avez données à la communauté de Yupwe ne peuvent pas sortir parce que ils ont pris à leur initiative de modifier les tests du ministre. Les 10 autres hectares, je voudrais savoir où ils sont partis, puisque les espaces sont vides. Il n'y a pas eu d'investissement dessus. Situé aux encablures des quartiers administratifs et résidentiels, Bononjo et Bonaprizo, le village Yupwe manque pourtant de tout. Nous n'avons pas d'hôpital. Nous n'avons pas de CES. Il y a nos enfants qui se font écraser par les voitures quand ils traversent l'axe lourd pour aller essayer d'avoir leur inscription ailleurs que Yupwe. Nous n'avons pas de salle de spectacle, nous n'avons pas des aires de jeu. C'est pour combler ces manquements que le chef du village avait adressé une monographie au ministre en vue d'obtenir des terres pour la construction de ces infrastructures. Aujourd'hui, le conflit qui les oppose à des particuliers au sujet de ces espaces menace de laisser Yupwe dans plus de précarité. Qu'ils habitent Yupwe depuis 1972, nous sommes des autochtones. En 1972, Yupwe était encore à Sawa Novotel là-bas, et le Yupwe actuel était plein de mangroves, de marécages. Le Yupwe actuel arrivait jusqu'à l'axe lourd, à la lisière de Bonaprizo et Bonadouma. La communauté villageoise, par le canal de son chef, invite le ministre du Cadastre, du Domaine et des Affaires foncières à envoyer sur le site une commission afin que lumière soit faite sur cette situation qui freine le développement de la communauté. Dans l'actualité, la disparition du cardinal Christian Toumi préoccupe toujours la conférence épiscopale nationale du Cameroun. À l'ouverture de leur assemblée générale à Yaoundé, les évêques n'ont pas manqué de prier pour le repos de l'âme d'un prélat engagé et dévoué pour la cause humaine. Compte rendu, Rodrigue Ngassi et Gizogo. L'ombre du cardinal Christian Toumi plane sur la 46e assemblée des évêques de la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui se tient à Yaoundé. Tout en rappelant l'objet de ces assises, le président de la conférence épiscopale nationale du Cameroun le reconnaît volontiers. Il est essentiellement question pour nous de revisiter notre vie depuis la précédente assemblée, revisiter notre vie à travers les 14 commissions qui travaillent au quotidien dans cette conférence. Pour ce qui concerne cette 46e assemblée, le décès du cardinal Christian Toumi pèse de tout son poids. Pour l'évêque du diocèse d'Edéa, c'est une perte incommensurable pour l'église catholique, mais aussi pour les proches du cardinal Christian Toumi. Nous sommes tous en pleurs, parce que c'est la première fois que nous perdons une personnalité de ce rang au Cameroun. C'est le seul cardinal que nous avions.
Donc c'est un traumatisme pour nous tous. Plus encore pour les gens qui ont collaboré avec lui. J'ai été son économe pendant un temps et c'est celui que j'ai été nommé évêque de. Dressant alors le portrait de l'illustre disparu, Monseigneur Jean Bosco parle d'une figure emblématique. Le cardinal était un homme très complexe, une forte personnalité, que ce soit sur le plan social, sur le plan politique, sur le plan pastoral. C'était un très grand pasteur. Bon, mais le Seigneur a voulu que sa mission se termine ce jour-là. Parce qu'on peut dire qu'il est mort les armes à la main. Parce que la dernière fois qu'on l'a sorti, c'était avec la communauté traditionnelle de chez lui. On l'a vu danser, on l'a vu jouer au tam-tam. Selon les informations glanées à l'occasion de cette 46e assemblée des évêques, les obsèques du cardinal Christian Toumi auront lieu du 19 au 20 avril prochain. Autre point d'intérêt, en marge de ces assises de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, la situation du diocèse de Bafoussam, où un nouvel administrateur a été promu récemment. Le grand défi, c'est de consolider les acquis et maintenir le rythme en attendant celui qui doit venir. La 46e assemblée plénière des évêques du Cameroun s'achève le 17 avril prochain. L'assèchement du lac Tchad est une bombe écologique à retardement. L'un des principaux réservoirs en eau et biodiversité s'évapore et se rétrécit sous l'effet conjugué des changements climatiques, de l'action de l'homme. Les conséquences se font déjà ressenties dans le quotidien des populations riveraines. Elles sont confrontées à une insuffisance des ressources halieutiques et une insuffisance criarde en eau. Pour mesurer l'ampleur de cette crise écologique, nos envoyés spéciaux au Tchad, Mitterrandam et Donald Brice Kamgan se sont rendus sur les abords du fleuve Chari, principal fournisseur en eau du lac Tchad, un fleuve en voie de disparition. Reportage. En temps normal, il est impossible de se placer à cet endroit, car envahi par de l'eau. Mais aujourd'hui, cette vaste parcelle est déserte et transformable carrément en un stade de football. Sur des centaines de kilomètres, des parcelles asséchées à perte de vue. Ce vaste espace était il y a plusieurs dizaines d'années la superficie du fleuve Chari. C'est le fournisseur principal en eau du lac Tchad. 80% des apports en eau du lac, le principal réservoir d'eau au monde jusque-là. Entre 1960 et aujourd'hui, le lac Tchad a perdu 90% de sa superficie. Une diminution due principalement à la disparition à la vitesse grand V de ce fleuve. Il n'en reste plus qu'à peine le tiers. Dans 2 ou 3 ans, même 5 ans plus tard, on n'aura plus le fleuve Chari parce que là, on voit toutes les dunes de sable sont déjà dehors. On va être tout couvert par l'eau. Maintenant, même les sables sont dehors. Les ducs même sont dehors. Donc, le fleuve, ça taille beaucoup. La faute à la rareté des pluies, de violentes sécheresses, mais aussi l'action de l'homme avec le déboisement. À la faveur du départ de l'eau, des centaines de paysans ont trouvé une aubaine, des terres fertiles et l'humidité laissée par le fleuve asséché. Maga tumuna mavi be mardana ne be tabane rajil kulu mardan fi bet anna katir fil babe agarin kulu gaidin mana awinda katir rujalu mafi be yal dol wa anna doruke indu algaja fi telega yishuluna da yishufuna gal nas gaidin kigefa petab misil geda. C'est elle qui travaille ici, elle dort ici. Bon, elle prend de l'eau avec sa main. Elle prend des chauds dans sa main ici et l'amène pour arroser ici. Donc c'est ça qu'elle devrait aller chercher de manger et donner à leurs enfants pour aller à l'école. Tout ça, c'est elle qui prend les responsabilités. Elle inscrit avec ses enfants à l'école et ils mangent avec par mois. Et c'est ça pour ceux qui sont souffrants, ils l'amènent à l'hôpital avec ce qu'elle vient de dire. Mais l'avantage agricole cache mal les pertes en ressources que la diminution exponentielle du fleuve Chari entraîne. Plus de 90% de ressources halieutiques contenues par ce fleuve ont disparu. Des centaines de pêcheurs qui étaient ici
Seuls quelques téméraires cherchent encore du poisson, devenu introuvable dans ces eaux hautement riches en principe. Le cas de Calcal, rentré bredouille après 3 heures de pêche cette matinée. Alors, avant tu pêchais combien par jour? Avant je pêchais même beaucoup. Je trouve parfois même 10 quelques silures le gros, c'est pas les petits silures. Combien de poissons par jour? Plus de 20 quelques, 30, même 40. Et aujourd'hui tu peux avoir combien de poissons par jour? Ça va pas, comme il y a le vent, d'ici 3 jours il y a le vent, là, ça ne va pas du tout. Avec le vent là, tu vois le vent avec le fleuve ça ne marche pas. Alors aujourd'hui vous êtes combien à pêcher ici environ? Nous sommes nombreux mais les autres ne sont pas venus. Je sais que nous sommes seulement au nombre de 3 ou 4. Vous êtes 3 ou 4 ici maintenant? Ouais. Avant vous disiez combien? Nous sommes au nombre de 10 quelques personnes. Plus de 10? 10 quelques, 12, 13. Pourquoi les autres sont partis? Pourquoi les autres ne pêchent plus? Le temps est dur et ils ne patientent pas. Il faut patienter, un pêcheur il faut patienter. La biodiversité que charrie le fleuve en voie de disparition est perdue. Sa fonction régulatrice pour le climat en berne. Des pâturages devenus un serpent de mer pour les bergers. Ce groupe a déjà parcouru 3 km en vent ce matin. Les conflits avec les paysans sont permanents. C'est ce que les gens les empêchent. Les gens n'ont pas cultivé ces herbes-là, mais ils les empêchent. La FAO alerte sur la catastrophe humanitaire qui guette l'Afrique centrale du fait du tarissement des eaux du lac Tchad et de la disparition des ressources naturelles qu'il charrie. Entre 1960 et aujourd'hui, le lac est passé de 25 000 km² à 1500 km². La disparition progressive du lac Tchad, dont l'un de ses principaux affluents, le fleuve Chari, est une menace grave en matière d'accès à l'eau pour les près de 40 millions d'habitants qui peuplent le Cameroun, le Niger, le Nigeria et le Tchad. Les dirigeants de la sous-région ont fait de la diminution de cette accélération une grande priorité, mais sans réussir pour l'instant à inverser la tendance. De N'Djamena, dans les eaux du fleuve Chari, Georges Mitterrand, Donald Brice Kamgan, Equinox Télévision. Et restons au Tchad avec nos envoyés spéciaux pour faire le point sur le scrutin présidentiel. Les missions d'observation électorale de l'Union africaine, la CEAC, ont rendu le premier rapport. Il en ressort que quelques tensions ont émaillé le déroulement de ce scrutin. Les différentes missions d'observation électorale de l'Union africaine, la CEAC, notent que la culture démocratique doit être améliorée à travers un dialogue politique franc et inclusif au Tchad. Cependant, les différents écueils observés ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité de ce scrutin présidentiel. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Mitterrand et Donald Brice Kamgan. La mission de l'Union africaine et celle de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, tout comme celle de l'Organisation de la coopération islamique, sont d'avis sur le climat de crispation dans lequel s'est tenue la campagne électorale. Des tensions nées de la non-participation de plusieurs poids lourds de l'opposition, Yaya Dillo, recalé officiellement pour non-conformité de son dossier avec le code électoral. Par solidarité, Salih Kebzabo, le deuxième en 2016, s'est retiré, tout comme d'autres figures qui ont tous mené la campagne en faveur du boycott. Un désaccord malgré un cadre national de dialogue politique. La mission d'observation électorale de l'Union africaine regrette que les acteurs politiques n'aient pas exploité les possibilités offertes par cette instance pour apaiser les tensions publiques. Pour la participation, l'UA, la CEAC, l'OCI, tout comme les autres organisations accréditées pour observer la présidentielle, note que le vote s'est globalement déroulé dans le calme, mais avec un engouement moyen des électeurs et des retards à l'ouverture des bureaux de vote. La majorité des bureaux couverts par la mission à l'ouverture ont ouvert avec un retard de plus d'1 heure. Dans la majorité des cas, ce retard était dû à l'arrivée tardive du personnel et du matériel électoral. L'élection du 11 avril 2021 s'est déroulée dans le calme et dans la sérénité. L'engouement des électeurs tchadiens pour ce scrutin était moyen. La mission de la CEAC félicite la population tchadienne pour sa participation à cette élection. Pour les recommandations, les observateurs notent quasiment à l'unanimité
la nécessité de renforcer le dialogue politique permanent et les capacités du personnel de la CENI. Renouer le dialogue avec l'ensemble des acteurs politiques et la société civile afin d'apaiser les tensions politiques. Améliorer les procédures du vote des nomades. Faciliter et améliorer l'observation du vote des forces de défense et de sécurité. L'Union africaine, la CEAC, l'OCI ont déployé au total une cinquantaine d'observateurs le jour du scrutin pour une centaine de bureaux de vote visités. Réagissant aux reproches sur le niveau de représentativité de leurs observations, le chef de la mission de l'UIA a expliqué que les 3 rapports étaient complémentaires. Je vous le disais en titre, pas de suspense à la présidentielle béninoise. Patrice Talon remporte le scrutin dans le premier tour avec 86,36% des voix. 48 heures après l'élection présidentielle, la Commission électorale nationale autonome a proclamé les résultats, donnant l'opportunité légale au président béninois de rempiler pour un deuxième mandat. Le taux de participation tourne autour de 50%. Nous y reviendrons. Parlons à présent dans ce journal de la caravane de solidarité, initiative de la fondation Fouatoula Kadi de Fosso. Une caravane qui vise à apporter une assistance importante aux populations en difficulté résidant dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est et l'extrême nord. En partenariat avec le réseau de lutte contre la faim, la fondation Fouatoula Kadi de Fosso a soutenu les populations et apporté un support alimentaire, une assistance médicale également pour permettre à ces populations en difficulté de pouvoir sortir des abysses de la misère et de la pauvreté. Des précisions dans ce reportage. Le patriotisme est une valeur clé de la marque Kadibi et la solidarité en est un de ses piliers. C'est dans cette optique que l'effort de solidarité envers les populations des zones en difficulté, des régions du nord-ouest, de l'est, de l'extrême nord et du sud-ouest continue son élan. La campagne de solidarité menée par la Fondation Fouatoula Kadi de Fosso en partenariat avec le réseau de lutte contre la faim s'est arrêtée dans la région de l'Est Cameroun pour apporter son support à plus de 100 familles qui ont reçu un don en denrées de première nécessité. Du riz, de la farine, de l'huile, des spaghettis, des bassines, des boissons gazeuses et bien d'autres denrées, tout cela pour le plus grand bonheur de ces familles. Et c'est avec le cœur rempli de joie qu'elles ont dit merci à la Fondation. And I am a host of 12 IDPs. So what I have seen here today, I'm just so overwhelmed, so happy, and I want to thank them a million times. I'm very, very happy today because Kaji and the NGO Refila, they have really assisted us in many ways, the IDPs. So I'm really grateful. Après la région du soleil levant, ce sont les déplacés internes des villes de Yaoundé et Douala qui ont reçu à leur tour des denrées alimentaires de première nécessité avec la même mécanique et avec la même ferveur. Plus de 135 familles dans chacune de ces villes ont bénéficié des dons pour subvenir à leurs besoins immédiats. Nous disons longue vie à cette fondation, que cette fondation continue dans la même lancée. Comme MML a dit, qu'elle ira prochainement dans les régions du Septentrion. I am IDP now for 2 years. I've never collected many things as is today. So I'm very, very happy. And I'm glad and say God should bless the hands that they had all this from there. They burn our houses in the village. We came here. They are doing a lot for us. We don't know what to say than to say, God, give them good health, give them long life. Take care of them and their family so that they will continue to do more and more to others as they are doing to us. Le train de la solidarité qui en est à sa 5e tournée continue de rouler. Le Reloufa, partenaire de cette campagne, affiche sa satisfaction quant à l'évolution du programme. Since the caravan started in Chang, and then to Souza, to Betwa, to Yaoundé, and now Douala, I've been really very impressed. Impressed at the number of people that we have succeeded to reach, and also impressed at the scale of the things that are given to these people. Generally, we target 135 households, and in total, we can estimate about 675 households
that have already been touched. Les responsables du groupe Kadi ont fait savoir à toutes ces populations que le support ne serait pas seulement immédiat, mais durable à travers des formations dans des domaines divers pour aider au petit entrepreneuriat et de l'aide à la scolarité des plus jeunes. This is a campaign that started in January, and the theme of the campaign was "You mean so much to us," which has a very specific signification for us, is that we care about our brothers and sisters who are in difficult regions. So it's a patriotic act, and it's part of our core value that we think about our brethren who are not only those who are suffering, but Cameroonians in general. Kadibir, notre patrimoine, c'est vous. C'est un programme phare d'EcoBank Cameroun dédié aux femmes éleveurs, un programme visant à accompagner et stimuler les jeunes femmes à la tête des entreprises en leur proposant des solutions financières et à valeur ajoutée qui leur permettront de réaliser leur plan potentiel et de prospérer. Le programme éleveur de EcoBank Cameroun est présenté dans ce reportage. EcoBank, la banque panafricaine aux côtés de la femme entreprenante, à travers le lancement de son tout dernier programme Elevate, mis sur pied pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. Un lancement qui aura vu la participation d'invités de poids en la personne du docteur Neba Ndozeri Bridget, représentante personnelle de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille. Alors, qu'est-ce qu'Elevate par EcoBank? Élevé par EcoBank, c'est un programme qui a été conçu par notre groupe pour soutenir l'entrepreneuriat féminin. EcoBank apporte des solutions et des facilités bancaires à travers toute l'Afrique depuis 33 ans. Le programme Elevate vient ainsi renchérir sa gamme pour le plus grand bonheur de sa clientèle présente et à venir. Je pense que le programme Elevate d'EcoBank tombe à point nommé parce qu'il est question justement d'amener les femmes à un autre niveau, un niveau économique un peu plus important, d'asseoir aussi leur base financière, mais de construire surtout un mouvement et un réseau de femmes entrepreneurs. Donc avec le programme Elevate de EcoBank, ils apportent une solution pour pouvoir répondre à ce besoin. Non seulement financier, mais également l'accompagnement technique dont les femmes ont besoin. Mais qui peut bénéficier du programme Elevate par EcoBank? Il y a plusieurs types de personnes qui peuvent bénéficier de ce programme. D'abord, les femmes qui gèrent les entreprises dans tous les secteurs. Les entreprises qui ont dans les conseils d'administration plus de 30% de femmes. Les entreprises qui donnent les services ou produisent les produits focalisés sur les femmes. Donc il y a plusieurs types de personnes qui peuvent bénéficier de ce programme. De plus, la banque panafricaine numéro 1 dans les offres bancaires digitales à travers ses différents packages Basic, Medium et Premium. Élevé par EcoBank, c'est également un accompagnement de choix avec des formations à travers la EcoBank Academy pour les femmes qui décident de se lancer dans l'entrepreneuriat. À travers son nouveau programme Elevate, EcoBank résolument panafricaine offre des opportunités de choix à la gente féminine pour continuer à écrire l'histoire de l'Afrique à travers la femme. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Un gang de braqueurs, spécialistes dans... Ils opéraient chez des particuliers et pas n'importe lesquels dans la ville de Yaoundé. C'est le constat qui a été fait par la police judiciaire après de nombreuses plaintes venant des personnalités résidant dans les quartiers chics de Yaoundé, victimes de cambriolage, de braquage et d'agression. Après les investigations menées par la police judiciaire, vous avez vu l'arsenal de guerre saisi dans la résidence de ces présumés membres de ce gang de malfrats, ainsi que 11 voitures de luxe et plusieurs autres produits de valeur qui, selon la police judiciaire, sont des produits issus de leur sale besogne dans la cité capitale.
Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Je vous souhaite une bonne soirée, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Dans un instant, la suite. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie du docteur Jean-Paulin Bissoko, René Stéphane Ngwe, barista Tamfou Richard et Jonathan Batenguerin. Jonathan Batenguerin, un gant de malfrats spécialisé dans le cambriolage dans les résidences des personnalités de la ville de Yaoundé. Vous avez vu? Déjà sur leur cible. Un mot sur la cible. La cible, ça, ils ont manifestement choisi les personnes huppées. Pourquoi? Certainement parce que ces derniers sont porteurs d'un capital. Donc ils se disent que les potentialités d'avoir un butin considérable sont élevées et ça devient leur cible. Ce gang, c'est déjà une très bonne chose que les forces de l'ordre aient pu mettre la main sur eux. Maintenant, ils vont plus sévir. Ils pouvaient menacer aussi ceux qui sont porteurs d'un patrimoine ou bien d'un capital et qui sont des chefs d'entreprise, ce qui aurait eu un impact sur l'activité économique. Donc, les neutraliser, ça a été une très bonne chose. Sauf que je souhaiterais, parce que parfois on a vu que quand c'est des détourneurs en col blanc, il y a une certaine solidarité lorsqu'ils sont dans des conditions exécrables. Je souhaiterais que les défenseurs des droits de l'homme prennent aussi en compte que quand ceux-ci seront en prison, ils seront dans les mêmes conditions. Et donc, si vous allez crier à la solidarité nationale dans ces cas-là, il faudrait aussi regarder le cas de ces malfrats qui ont, au même titre que les autres, été une menace pour la paix sociale. Où est-ce que vous nous entraînez là? Dites-nous concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message? Lorsqu'un ministre détournera de l'argent, il faudra qu'il soit arrêté comme ça, de la même manière. Les scandales qu'il y a au Cameroun, il faut que les forces de l'ordre se comportent de la même manière, que la même efficacité, la même célérité soit observée. Donc, que cette célérité ne soit pas seulement observée pour les petits bandits qui ont les criminels qu'on observe dans les quartiers, il faut que ce soit aussi observé dans le cadre de ceux qui opèrent dans la grande criminalité financière de notre pays. Vous parlez, est-ce que le mode opératoire est le même? Le mode opératoire est même pire, parce que ceux-là, ils vont prendre les dossiers, ils vont abuser d'autorité, ils vont faire des tripatouillages les plus dangereux, ils vont détourner l'argent d'un hôpital. Vous savez ce qui revient toujours, la présomption d'innocence. Donc vous pensez qu'on peut, est-ce que vous pensez qu'on peut agir de la même façon? Je souhaite. Je sais que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas et je souhaite. C'est un appel à ce que les forces de l'ordre fassent preuve de du même professionnalisme quand il faudra arrêter ceux-là. Surtout que ça se multiplie, ça devient déjà un peu trop. Il y a les fonds de la Covid. Vous voyez que tout à l'heure, moi j'étais un peu embrouillé là, d'entendre qu'il y a 4 pôles désormais qui gèrent la Covid. Une menace, c'est déjà plus que le terrorisme. La Covid, 4 pôles, une task force, on ne comprend pas ce qui se passe. Il faut bien que la police nous montre qu'elle est efficace en menant des investigations aussi là-bas et en démantelant les réseaux de corruption qui ont vu dans les fonds de la Covid une manne juteuse. Et en détournant l'argent de la Covid, ces gens aussi menacent les Camerounais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas droit aux soins gratuits tels que cela est préconisé. Il y a beaucoup de personnes qui vont perdre un membre de la famille. Donc c'est aussi grave que de voir une personnalité de la République se faire braquer. Voilà, barista Tamfou, vous avez regardé cet élément de Gizogo, Joël Sengue depuis Yaoundé. Sur la cible, vous avez un mot à dire? Ces malfrats qui choisissent des personnes nantis? Bon, ils vont te dire que c'est leur choix, c'est leur métier. Ils savent bien ce qu'ils visent comme cible. Eux, ils ont choisi d'aller prendre des gens chez qui vont trouver de fortes sommes d'argent, puisque ce n'est pas n'importe qui vit au quartier Bastos.
Mais ce que je dis ici, c'est que vraiment, c'est l'occasion pour moi de saluer la bravoure de nos forces de défense qui, une fois de plus, montre que nous avons un système d'intelligence très fort. Et quand elle veut vraiment agir, elle peut mettre hors d'état de nuit ce genre de criminels. Je me surprends d'avoir 11 armes à feu. Vous pouvez imaginer ce qu'ils ont déjà pu subir aux populations. Est-ce qu'on essaye un peu de regarder comment est-ce que ces armes-là, ils parviennent à les avoir. Avoir 11 différentes armes, c'est trop. Je m'attendais peut-être à avoir un groupe de gang de 11 personnes avec une arme. Mais s'ils sont 11 avec 11 armes à feu, ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ce sont les forces de maintien de l'ordre qui les fournissent ces armes-là? Comment est-ce qu'ils parviennent à obtenir ces armes-là? Il faudra qu'on révise la façon est-ce qu'on octroie les armes à feu aux citoyens. Donc, ils ont déjà commis beaucoup de gaffes. 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Ils sont tombés et ils auront à faire maintenant face à la justice. Et ce que nous souhaitons, c'est que lorsque la chaîne de la justice va commencer, qu'on ne les arrête pas et que demain, ils sont dehors. Voilà. Que les magistrats... C'est votre plus grande crainte? Oui. Qu'on retrouve ces personnes-ci en quelques jours en liberté? Oui, nous savons tous les failles que notre système judiciaire a. Aujourd'hui, les policiers les ont arrêtés avec les armes. On va les déférer devant le procureur. Le procureur peut-être va estimer qu'ils n'ont pas commis d'infraction. Il va les libérer. Ou peut-être s'il pense que, ok, il peut les placer en détention. On va les juger. Et comme ils sont ciblés des gros hommes, peut-être ils auront de l'argent pour essayer d'influencer, puisque nous savons comment le système, la machine marche. Si c'est un magistrat qui suit le dossier et qu'on apporte peut-être un bon butin, il va récupérer et les laisser dehors. Donc, il faudra que tout le monde fasse son travail à son niveau. Les forces de défense ont déjà fait leur travail de les arrêter. Et montrer à la face du monde. Oui, bien que pour l'instant, ils sont encore présumés innocents. Donc, il faudra que le tribunal puisse les juger et qu'on puisse avoir des condamnations contre eux et que vraiment qu'ils soient en prison et qu'ils puissent se reconvertir. Là, pour eux, quand ils vont quitter la prison et qu'ils reviennent à la société, qu'ils comprennent que l'acte qu'ils ont posé ou vouloir gagner sa vie par cette facilité n'est pas bon, qu'il faut qu'il aille au travail. Voilà, René Stéphane Goué, les forces de l'ordre, la police judiciaire, c'est bien cela? Voilà la police judiciaire à Yaoundé. C'est un grand coup quand même, comme disait Barista Tamfou, des personnes qui se retrouvent à opérer avec, on trouve, 11 armes à feu. C'est inquiétant quand même. Hein? Très inquiétant, mais je ne vais pas jubiler sur cette prouesse de la police judiciaire. Il y a longtemps que la cote d'alerte d'insécurité est sonnée au Cameroun. On est menacé dans nos domiciles, on est menacé dans les rues, on est menacé au quotidien. Donc il n'est pas... C'est une goutte d'eau dans la mer. Et comme aujourd'hui... Mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même apprécier cette goutte d'eau? Non, vous l'appelez? Non, lorsqu'un citoyen fait son travail, voilà. Arrêtons cette gesticulation inutile. Vous pensez? Oui. C'est-à-dire, il faut quand même qu'on arrive à une... Est-ce que montrer ça aux populations, ça ne rassure pas quelque part les populations? Vous avez en face de vous quelqu'un qui a été agressé il y a quelques jours. Oui. Vous croyez qu'en me montrant des armes et des coupables, alors que chaque minute, je dis bien chaque minute à Douala, il se passe une agression. Vous vivez dans cette ville. Vous êtes en train de marcher tranquillement dans la rue, une moto vous accoste, deux individus descendent de la moto, les armes, donnez-nous tout ce que vous avez, etc., etc. Non, il faut qu'on arrive à juguler l'insécurité. En ce moment, la police judiciaire peut s'étarguer de tout ce que nous voulons faire. Mais ce n'est pas par un coup d'éclat, parmi 1000 cas de société qu'on va commencer à jubiler. Depuis qu'on les a arrêtés là, combien de cas d'agression, de vol ont été opérés à Yaoundé et signalés?
Donc, les effets d'annonce, c'est bien. Et puis, comme on sait, j'ai un cousin, paix à son âme, il était commandant à la gendarmerie. Il était un abonné à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de médias. Et il y avait quand même la FM 105 qui faisait... Il passait tout son temps à la FM 105 parce qu'il fallait qu'il montre qu'il travaille beaucoup et qu'on lui donne un poste plus... Non, il faut aujourd'hui, à toute chose, raison garder. Il faut des proportions. Ce n'est pas parce qu'on a attrapé un groupe de malfrats qu'on va applaudir. Il faut qu'on se dise, ok, ça fait une semaine à Yaoundé, on n'a pas connu une agression. Ça fait 2 semaines à Yaoundé, on n'a pas connu une agression parce que les forces de l'ordre sévissent. En ce moment-là, on a des éléments d'évaluation. Mais ce n'est pas parce qu'on a été au domicile d'un cousin et que bon, du coup on s'aperçoit qu'on est policier, qu'on met tout en œuvre et puis on appelle les caméras de la télévision, venez filmer, machin, tout ceci. Oh, bien au contraire. Le docteur va peut-être vous le dire tout à l'heure. Il y a des gens dont la simple vue de ces armes à la télévision les traumatise davantage pour ce qu'ils ont vécu comme agression, que ce soit en route ou à leur domicile. Donc, moi je dis, il faut qu'on essaye de faire autrement. On est dans une société où on est trop à la recherche de la facilité. Et c'est bien dommage. Ce n'est pas le Cameroun de mes ancêtres, ce n'est pas le Cameroun de ma culture nationaliste de gauche. Donc il faut quand même, que lorsqu'on veut dire que oui, on est en bonne voie, qu'on ait des statistiques, qu'on ait une accalmie, je veux que le patron de la sécurité de Douala nous dise, cette nuit, nous avons connu 200 agressions. Parce que j'ai mis des gens en route, demain, ce sera 10, après-demain, c'est comme ça que ça se fait dans des pays organisés. Et qu'on ressente qu'on est en train de minimiser l'insécurité. Mais ce n'est pas pendant qu'on est en train de faire le reportage à Equinox sur les espoirs de nos forces de l'ordre, au moins 3-4 cas d'agression sont en train de se dérouler en ce moment dans la ville de Douala. Donc l'insécurité est galopante. Nous ne nous sentons pas en sécurité ni chez nous, ni dans la rue. On ne se trouve, on ne pense pas être encadré par les forces de l'ordre. Lorsque vous appelez des numéros verts, on vous dit il n'y a pas de carburant, ou bien non, précisez-nous bien où ils arrivent 2 heures du temps après machin. Et honnêtement, je ne suis pas un rabat-joie, mais je veux d'autres éléments d'évaluation de notre capacité à agir face à l'insécurité. Voilà, docteur Bissoko, vous avez vu ce qui se passe chez nous. Petite comparaison, comment ça se passe à Parme pour le grand banditisme? Déjà, moi, je veux féliciter les forces de l'ordre parce que toutefois qu'ils se déploient, on voit l'efficacité et la pertinence, les résultats y sont. Bon, après, le suivi, on ne sait pas, mais tout au moins, il faut reconnaître que la police camerounaise fait de son mieux pour protéger la population camerounaise, avec les moyens qu'elle a, évidemment, je pense. De l'autre côté, ils ont beaucoup plus de moyens. Aujourd'hui, on profite de la technologie. Aujourd'hui, toutes les villes, toutes les rues sont contrôlées. Il y a des drones permanents, il y a des télécaméras postées. Donc, le policier, il est dans des coins stratégiques et il y a moins de criminalité. Donc, je pense qu'ici, il s'agit des moyens et de la technologie. Mais pour ce que disposent nos forces de l'ordre, moi je dis mes félicitations. Ok. Je reste avec vous, docteur Bissoko. Par rapport au vaccin, on sait que ce n'est pas obligatoire le vaccin. Oui. Est-ce que ça s'applique au personnel de santé? Est-ce que tout le personnel de santé est obligé de se faire vacciner? Ou bien certains peuvent dire non, du fait du caractère non obligatoire, je me vaccine. Bon, disons que en principe, le vaccin ne devrait pas être obligatoire. Oui, pour le personnel de santé. Encore moins, oui,
Il s'agit ici d'une conscience professionnelle. Conscience professionnelle. Ok. Mais il n'est écrit nulle part qu'on est obligé, parce qu'on est personnel de la santé, d'être vacciné. Hein? Il n'est écrit nulle part. Donc, je dis, il s'agit ici de montrer un exemple dans ce cas. Hein. Moi, je suis vacciné parce que je crois que c'est juste de me protéger et de protéger les autres. Ouais. Voilà. Donc, je ne pense pas que ce soit une obligation. La liberté est individuelle. Et même, je vous dirais, le vaccin, chez nous, en fait, en Italie, il y en a plusieurs qui ont été vaccinés naturellement. C'est-à-dire, une fois qu'ils ont contracté la maladie, ils ont développé autant d'anticorps tels qu'ils n'ont pas besoin du vaccin. Vous voyez? Et je rappelle toujours que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a dit qu'il y aura que ce virus, disons que cette maladie a été contractée, disons que non la maladie, mais le virus a contacté plus de 70% de la population mondiale. Oui. Alors, si 70% de la population mondiale est entrée en contact avec ce virus, ça veut dire que au moins 50 personnes ont une immunité naturelle. Oui. Donc, on est, sans le savoir, protégé de toute façon. Quand on parle de tests positifs asymptomatiques, alors, ça veut dire que tu as le virus, mais tu n'as pas la maladie. Tu n'as pas la maladie, pourquoi? Parce que tu as des anticorps qui te protègent, qui t'ont protégé contre la maladie. Donc, je pense que le vaccin est une chose fondamentale. Qui a l'occasion d'en faire doit le faire. Voilà justement une autre question technique qui revient très souvent. Après, il y a quand même des pays où des populations ont déjà été vaccinées, c'est-à-dire qu'ils ont pris leurs 2 doses. Ouais. Pourquoi donc continuer à porter le masque? Est-ce que le vaccin vous immunise complètement? Pourquoi donc continuer à mettre le masque, respecter les mesures barrières? Comment comprendre ça? Alors, prenons le cas d'Israël où on se vante de ce côté-là d'avoir vacciné le maximum de la population. Alors, il faut dire qu'il faut différencier la maladie, n'est-ce pas, et la contamination. Oui. La maladie, le vaccin nous prévient de la maladie, mais le vaccin ne nous prévient pas de la contamination. Ceci dit, on peut être vacciné et être porteur du virus, et par conséquent contaminer la personne vulnérable qui après va tomber malade. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Le vaccin n'empêche pas, le vaccin protège l'individu. Le vaccin te permet de produire des anticorps qui te défendent face à l'agent pathogène. Donc tu ne tombes pas malade. Ou tout au moins, quand tu manifestes la maladie, tu vas la manifester d'une manière légère. Ça. Mais tu peux être porteur du virus. Et donc, tu dois te protéger. Dans ce cas, tu ne te protèges pas, tu protèges les autres. Oui. Hein? Une fois que tout le monde sera protégé de la maladie, dans ce cas vacciné, ou d'une manière directe ou indirecte, ou naturelle, je veux dire, on pourra peut-être faire à moins du masque. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faudra qu'on apprenne à convivre avec ce virus, parce qu'il est dans l'air. Le monsieur disait tout à l'heure qu'on pourra l'éradiquer. Non, je pense que ce sera difficile, parce qu'il est dans l'air. Il va rester, on va convivre avec, on va apprendre, la société va s'adapter. Le problème, c'est les malades, c'est les morts. Avec le vaccin, on réduit le nombre de malades. Avec les mesures barrières, on réduit aussi les contaminations, par conséquent, le nombre de malades et de morts. Donc, pour un peu, je pense, il y a le directeur général de la prévention de l'Organisme mondial de la santé qui a dit qu'au moins pendant 1 ou 2 ans, on sera appelé à continuer avec ces mesures barrières. En attendant, et surtout parce que, comme je disais tantôt, il n'y a pas de vaccin. Okay. Il n'y en a pas. Donc, nous, on l'a eu par un don. Et c'est déjà bien. L'acheter, même, il y en a qui ont de l'argent, ils n'en trouvent pas. Ok. Voilà, réaction? Barista d'abord? Yes, me, I think that if the Sinopharm has been tested to be appropriate, I think not only the medical personnel should benefit from it, because there they can still observe barrier measures. People who are really
practicable positions to observe those barrier measures are the prisoners, for example. When you go to the prisons, all of them are mixed up. There is nowhere to even have water to wash hands. Good. So I think if actually that vaccine is having some efficiency, I think we should be thinking at those vulnerable places like the prisons. Donc vous pensez qu'il faut mettre les prisonniers dans la liste? Yes, I think exactly, because within the medical corps, they can still take some preventive barrier measures so that they don't get contaminated. They should not only be thinking that after the medical corps they have to go back to the teachers or whosoever. No, they should also think about the prison. Or if we see that the vaccines are not sufficient, they can be thinking of decongesting those prisons, because that is where we have high rate of contamination. So I think they should not only limit the persons who have to receive this vaccine only to medical personnel or other social stages of persons. René Stéphane, bonsoir de l'émission. Il pense qu'il faut penser aux prisonniers par rapport à la surpopulation carcérale qui n'est pas quelque chose de nouveau. On sait que oui, quand il le comme disait, je voyais le docteur esquisser. Bon, c'est un homme de science, il a une meilleure appréciation. Mais moi, je continue de dire, je ne lis pas dans les boules de cristal. Je ne peux pas savoir quelle est l'efficacité du vaccin aujourd'hui et quelle est sa portée pour pouvoir dire qu'il faut qu'on vaccine la population carcérale. Il a dit tout à l'heure, le vaccin a un rôle et les produits comme celui de Cléda qui sont curatifs me semblent plus indiqués pour la population carcérale. Il a dit on ne peut pas éradiquer le virus, mais moi je dis on peut réduire sa portée. Ça, franchement, sans être un homme scientifique, avant que le virus n'arrive au Cameroun, il a vécu dans d'autres pays. Et on sait de quelle manière il a pénétré ici, et on sait qu'on peut, en adoptant telle ou telle méthode, réduire le nombre de contaminations. Et dès que le nombre de contaminations est réduit, le virus a beau être imaginaire, en l'air. Donc, honnêtement, je vous ai dit, Serge, lorsque vous m'avez invité, que c'est un sujet difficile. Je ne peux pas parler des sujets scientifiques avec autant d'aisance, avec être affirmatif et donner des orientations sans les statistiques viables et sans des outils qui me permettent de dire que oui, en faisant ceci aujourd'hui, voilà ce que nous allons obtenir. Le vaccin nous protège-t-il véritablement? Je ne sais pas. Il y a des données scientifiques qui le prouvent. Mais moi, je ne les ai pas. Mais lisez, il y a une littérature scientifique publiée. Quand on dit qu'un vaccin est efficace à 92%, par exemple le Pfizer, il y a des études. Moi, je dis toujours, la maladie est nouvelle. Voilà. Elle est nouvelle. Il faut avoir l'humilité de reconnaître que les chercheurs sont en train de travailler. Personne n'a la boule de cristal. On est en train de travailler dessus. Le vaccin, il est sorti en un an. Vous ne voulez pas dire qu'on t'attend? Vous ne voulez pas utiliser l'esprit? Oui, mais à ce moment, au début, on a tâtonné, il faut le reconnaître. Oui. Mais on continue à tâtonner, docteur. Mais écoutez, on continue à tâtonner. Les méthodes qu'on a présentées, le confinement, ça n'a pas donné. Vous voyez la réaction des populations aujourd'hui avec les gouvernements qui veulent reconfiner la population. C'est comme une pilule difficile à avaler. Je comprends. Serge, allons sur ce que essaye de nous dire le docteur. Vous vaccinez en Europe. Oui, on vaccine. L'Europe est le foyer le plus ardent du virus. Oui. Et plus vous vaccinez, plus vous avez de malades, plus vous avez de... Donc, non. Vous êtes dans un... Vous me dites, lisez, oui. Ce n'est que ça que je lis. Oui, mais... Quand je me réveille le matin et que je vois qu'en Italie, où vous résidez, c'est nettement plus alarmant qu'au Cameroun, où nous n'avons même pas encore commencé à vacciner, si ce n'est J'ai pas de doute. Alors, quand vous parlez d'alarmisme, vous parlez de quoi? Du nombre de morts? Oui. C'est un concret. C'est de ça qu'il s'agit.
Nombre de contaminés. Oui, mais écoutez, le nombre de contaminés, je vous dis déjà, le nombre de contaminés, même au Cameroun, je ne veux pas me fier. Plus de tests on fera, plus on trouvera de contaminés. Combien de tests on fait au Cameroun? Moi, je suis convaincu que ici, si on fait on teste 10 personnes, on va trouver au moins 2 positifs. On a démontré que plus de tests on fait, plus on trouve de positifs. Il y a des gens qui, sans symptômes, vont faire un test. Beaucoup de voyageurs se retrouvent positifs. Oui. Alors, vous êtes dans les SI et c'est pour cela que quand on est dans les SI, les hommes comme moi n'avancent plus. Parce que moi, je ne suis pas dans les suppositions. Non, je ne suis pas dans les suppositions. Merci, on va donner 30 secondes rapidement, Jonathan. Oui. On arrive au terme de l'émission. Avec tout ça, il y a une certitude. La question de la vaccination reste une question encore très sensible. Maintenant, nous, on a reçu un don. S'il s'agit de l'utiliser de manière efficiente, que les autorités qui ont défini donc, les populations cibles, c'est-à-dire les populations les plus sensibles, appliquent cela sans disparité. Parce que l'un des problèmes aussi au Cameroun, c'est les disparités. On va privilégier maintenant, c'est peut-être des individus qui sont dans la classe aisée, et on va défavoriser celles qui n'ont pas accès ni à l'information. Il faudrait que ce soit assez démocratique. Merci. Et que cela soit mené de manière transparente. Démocratique avec 200 000 doses? Il y en a peu. Quand je dis démocratique, oui, c'est-à-dire qu'on applique en proportion équivalente dans toutes les couches de population qui représentent notre nation. Merci, on va voir. On a parlé de 243 centres pour 200 000 doses. On va voir ce que ça va donner. Nous sommes là, et qu'il en soit, on va suivre. Surtout, moi, j'attends la deuxième dose. Non, on veut dire la première? J'attends de voir qu'il y aura la première et la deuxième dose. Okay. C'est ça qui est intéressant au Cameroun. Et soyons un peu pas le début, mais la fin de l'affaire. Merci, Dr Jean-Paulin Bissoko. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Vous savez, ma disponibilité, toutes les fois que vous m'invitez, c'est toujours pour moi un plaisir d'être là et de partager l'expérience que j'ai. Hein. Voilà, soyons plus optimistes. Je conseille vivement à tous les confrères, à tous les amis et parents qui ont l'occasion d'être vaccinés de le faire. Ok, merci. Le message est passé. Merci René Stéphane Goué. Tout le plaisir a été pour moi, quoique ce soit un sujet assez difficile et embarrassant. Barista, thank you. Merci Serge Alain. Il faudra que nos autorités, qu'on les voie sur le terrain, qu'ils nous posent des actes de responsables lorsqu'il faut prendre les devants de la chose, qu'on puisse les voir prendre les devants. Okay. C'est plus rassurant. Merci Jonathan, merci. Surtout que je travaille avec les musulmans, donc je ne pouvais pas manquer de leur souhaiter un bon début de la fête de Ramadan. Ah, c'est déjà la fête? Non, c'est en fait ils sont entrés dans la période de carême, voilà. Donc après le jeûne sera la fête. Voilà, merci madame, monsieur, on est arrivé au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h.